j'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous mon pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, je ne serai pas noyée. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série consacrée à l'histoire de la représentation des sorcières à travers les siècles dans l'art occidental. Dans la première vidéo, on s'est intéressé à la représentation des sorcières de l'Antiquité à la chasse aux sorcières en passant par le Moyen-Âge. La deuxième vidéo, c'était autour des 18e, 19e et 20e siècles, avec un petit focus sur le cinéma du 20e siècle. Et si vous n'avez pas vu ces deux premières vidéos, je vous invite à y jeter un œil avant de regarder celle-ci, puisqu'on va maintenant parler de la sorcière contemporaine et on va voir comment elle se porte depuis les années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Ces dernières années, la sorcière est partout. Bien sûr, chaque Halloween amène son lot de costumes de sorcières, mais on la retrouve aussi sur les podiums des défilés de haute couture, ou encore en tendance TikTok avec le Witch Talk, où des jeunes femmes partagent leurs rituels et leurs hôtels toujours très esthétiques avec des milliers d'abonnés. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? La sorcière est donc largement reprise par les codes du marketing et par la société de consommation. Mais à côté de cette sorcière-là, il en existe une autre, plus engagée, plus discrète aussi, même si on commence à la voir au grand jour depuis quelques années, voire quelques décennies. Et c'est une sorcière qui est plus militante, plus subversive et qu'on retrouve jusque dans l'art. Depuis plus d'un siècle, la sorcière est approchée comme une figure de référence par des militantes féministes. Dès la fin du 19e siècle, l'américaine Matilda Gage affirme de façon révolutionnaire que la chasse aux sorcières n'avait rien à voir avec la lutte contre le diable, mais qu'il s'agissait de misogynie pure et simple dans le but de réprimer la liberté intellectuelle des femmes. En 1929, dans une chambre à soie, Virginia Woolf souligne que la sorcière est une victime du cadre imposé par la société patriarcale dans lequel elle n'entre pas. Toute femme née pourvue d'un grand don au XVIe siècle serait certainement devenue folle, se serait tuée ou aurait terminé ses jours dans une chaumière solitaire à l'orée du village, à demi-sorcière, à demi-magicienne, objet de crainte et de moquerie. Après ces premières remises en question, la sorcière va devenir l'héroïne des féministes de la deuxième vague des années 70, des écoféministes des années 80, et depuis une dizaine d'années, d'une nouvelle génération de militantes et de militants féministes et queer. Une des actions des féministes des années 70, c'est de rechercher dans l'histoire des figures féminines effacées, afin à la fois de trouver des modèles, mais aussi de réhabiliter des pans de connaissances disparus. La sorcière en fait partie, et elle apparaît comme une figure pionnière de résistance contre l'ordre patriarcal. Pour les mouvements féministes de l'époque, elle incarne la liberté, la révolte, l'indépendance, et elle devient un levier de lutte politique. Dès 1968, à New York, un regroupement de collectifs féministes prend le nom de WITCH, acronyme de Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, qui pourrait plus ou moins se traduire par Conspiration infernale terroriste internationale des femmes, quelque chose comme ça. Elles lancent une malédiction sur Wall Street et elles annoncent: les sorcières ont toujours été des femmes qui ont osé être inspirées, courageuses, agressives, intelligentes, non conformistes, curieuses, indépendantes, libérées sexuellement et révolutionnaires. Elles participent aux manifestations contre l'élection de Richard Nixon, comme 48 ans plus tard, le collectif Witch, qui les prend pour modèle, est créé à Portland au moment des manifs anti-Trump. Après ça, plusieurs manifestations féministes anti-Trump voient le jour et reprennent les codes de la sorcière.
Ce collectif renouvelé inspire à son tour la création des Witch Blocs en France en 2017 dans le cadre des manifestations contre la loi travail. De leur côté, les militantes italiennes des années 70 chantent « Tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour ». Et les manifestantes du monde entier affirment « Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas brûlées ». Dans ces mêmes années, du côté du cinéma, il y a une vraie division entre deux images de la sorcière, dans des films toujours réalisés par des hommes, of course. D'un côté, c'est le grand retour de la sorcière abominable et dangereuse au moment où on a peur de la reprise de contrôle des femmes sur leur propre reproductivité avec la légalisation de l'avortement et de la contraception. C'est le cas par exemple dans Suspiria, qui décrit notamment les sorcières comme foncièrement mauvaises et carrément dangereuses pour les jeunes filles naïves de l'académie de danse qu'elle dirige. De l'autre côté, certains films se font le reflet des luttes féministes. C'est le cas par exemple de Season of the Witch de Romero, qui montre comment une femme mariée se libère du joug de son époux grâce à la sorcellerie et à une communauté de sorcières. Du côté de la création artistique, en France, Charlotte Calmis fonde le groupe Sorcières au sein de l'association La Spirale en 1972. C'est un groupe non mixte qui lie spirituel et création artistique dans une vision essentialiste qui associe le féminin à la nature et au cosmique. En 1976, Xavier Gauthier lance la revue artistique et littéraire Sorcières, en référence à la révolte politique et symbolique portée par cette figure, et cette revue valorise la création des femmes jusqu'en 1981. Aux États-Unis, c'est la revue féministe Hérésies qui consacre ses pages à l'art et à la politique de 77 à 93. En 1977, Marie-Beth Edelson crée Proposition pour des mémoriaux aux 9 millions de femmes brûlées comme sorcières pendant l'ère chrétienne, et elle montre cette installation à la Air Gallery à New York, qui est une galerie à la programmation 100% féminine. Le nombre de victimes de la chasse aux sorcières a été revu à la baisse depuis, mais ça n'enlève pas à la tragédie que représente cet épisode de l'histoire et sa quasi-absence des programmes scolaires. Cette œuvre se veut pédagogique et elle vise à informer le public sur cette part de l'histoire grâce à des documents laissés à disposition. L'artiste, qui est par ailleurs décédé cette année, propose aussi aux visiteurs de participer à des rituels et de partager ses propres croyances et expériences spirituelles. La référence aux sorcières peut donc prendre la forme d'un hommage aux victimes de la Grande Chasse, et on retrouve ça dans une œuvre plus récente, Pyre Woman Kneeling, de Kiki Smith. Kiki Smith, c'est une artiste américaine née dans les années 50, qui s'intéresse de très près aux mythes fondateurs et aux liens entre spirituel et corporel. Pour un projet qui devait être originellement une sculpture extérieure, elle a décidé de faire un monument à la mémoire des femmes tuées durant la chasse aux sorcières. Dans cette œuvre, la symbolique des exécutions s'est cristallisée sur le bûcher, avec cette sorcière nue qui étend ses bras et qui est placée sur un tas de bois. Quelques années plus tard, Louise Bourgeois rend elle aussi hommage aux sorcières à travers le motif du bûcher. Elle collabore avec l'architecte Peter Zumthor pour créer le mémorial de Steilneset. C'est sa dernière œuvre monumentale puisqu'elle a vu le jour 1 an après la mort de l'artiste. Il porte la mémoire des 91 victimes de la chasse aux sorcières tuées entre 1588 et 1692 dans le comté de Finnmark, tout au nord de la Norvège. L'œuvre de Louise Bourgeois consiste en une chaise perpétuellement en feu placée dans un cylindre de béton. L'iconographie de la sorcière a aussi été réactivée par Apollonia Sokol, jeune artiste née à la fin des années 80 qui s'est intéressée à la vie de la sorcière plutôt qu'à sa mise à mort. Comme elle voit le sabbat comme une sorte de réunion underground cachée dans les bois, elle a peint le sien en reprenant les codes de la culture club. Sa toile est aussi un hommage à la fondatrice des Femen en Ukraine, Oksana Shachko, qui s'est donné la mort en 2018. Sa posture en point inversé, qui est une position de yoga, fait aussi écho aux recherches du docteur Charcot, dont je parlais dans la vidéo précédente, et à l'arc de l'hystérie, une position du corps courbé en arc de cercle, qui était vue comme un symptôme typique de l'hystérie, et auquel Louise Bourgeois s'est d'ailleurs aussi intéressée. Et à côté des travaux sur l'histoire des femmes et des réceptions militantes de la sorcière, il y a une autre pensée plus particulière du féminisme qui s'est emparée de cette figure à partir des années 80, c'est l'écoféminisme. J'ai les ongles longs comme l'hiver et je fais peur, je suis sorcière. On a pas mal entendu parler de cette notion ces derniers temps avec la candidature de Sandrine Rousseau à la primaire écologiste, qui s'est présentée comme écoféministe, ce qui a fait pas mal jaser dans les milieux politiques et dans les médias, mais en fait c'est quoi exactement ?
L'écoféminisme, c'est la contraction des mots écologie et féminisme. Selon l'écoféminisme, l'emprise du patriarcat sur les femmes et la surexploitation capitaliste de la nature forment une seule et même domination et doivent faire l'objet d'une lutte commune. Donc, l'écoféminisme lie le système de domination patriarcale et la dégradation des écosystèmes, à l'image des militantes féministes qui dénoncent la mainmise des grandes entreprises sur les semences en Inde, ou organisent des campements pacifistes contre les missiles nucléaires aux États-Unis. L'écoféminisme fait donc un lien entre des enjeux genrés, écologistes et économiques. C'est un concept qui a été théorisé par Françoise d'Aubonne en 1974, cette militante, écrivaine et philosophe qui pouvait aller occuper le chantier de construction d'une centrale nucléaire un jour, et le lendemain aller donner une conférence en université sur les enjeux du féminisme. Il existe plein d'approches de l'écoféminisme, de la plus essentialiste à la plus matérialiste. Certaines d'entre elles s'appuient sur le besoin de plus de spiritualité dans un monde ultra-industrialisé, et elles s'intéressent au développement d'une vie spirituelle qui pourrait exister en dehors des grands monothéismes patriarcaux, qui pourrait renouer avec certains traits des anciens cultes païens et qui serait plus proche de la nature. Un des grands noms d'une certaine approche écoféministe du sacré, c'est Starhawk. Depuis les années 70, elle participe à différents mouvements anti-militaires, anti-nucléaires et altermondialistes, et elle enseigne aussi la permaculture. En liant des enjeux politiques et spirituels, elle a forgé la notion d'empowerment, qui peut se traduire par puissance du dedans, et en fait qui correspond à l'idée d'une puissance qui vient de l'intérieur, d'un pouvoir qui vient de l'intérieur, et qu'elle oppose au pouvoir sur quelque chose qui est pratiqué par les institutions de la domination masculine. L'idée, c'est de valoriser une puissance autonome, individuelle ou collective, et qui puisse exister en dehors de tout système. Starhawk est aussi une adepte de la Wicca, un mouvement religieux néo-païen né dans les années 50 en Grande-Bretagne. C'est une spiritualité héritière de la sorcellerie, qui compte notamment 8 célébrations qui ponctuent la roue de l'année et qui correspondent à des passages de saison ritualisés. Et il s'appelle des sabbats, clin d'œil aux anciennes sorcières. They said that witches were actually the remains of the pre-Christian pagan religions of Europe, the earth-based spiritual traditions, the healing traditions. And for me, that was kind of a revelation. They also talked about witchcraft as being a religion of the goddess. And the idea for me of a deity that you could imagine in female form was pretty radical. Dans une conversation avec l'artiste franco-britannique Susan Husky, Starhawk lui a décrit sa vision idéale d'un temple dédié à la grande déesse à qui les Wiccans vouent un culte. Pour elle, ce temple serait rond et largement ouvert sur l'extérieur, et il serait entouré de plantes médicinales et de fleurs qui pourraient nourrir les insectes toute l'année. Susan Husky a créé une interprétation de ce temple complètement ouvert et tout en faïence et en bois de séquoia. Les 4 piliers correspondent aux 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ses formes courbes et ses couleurs douces évoquent plus l'univers organique que l'architecture religieuse classique. Dans ses œuvres, Susan Husky puise souvent dans l'iconographie médiévale pour la lier à des enjeux contemporains, et on retrouve ce dialogue entre les époques à la fois dans les formes, par exemple avec les animaux mi-légendaires, mi-réels, mais aussi dans les matériaux, comme la céramique, qui est une pratique ancestrale et traditionnelle. L'artiste a utilisé uniquement des terres et des bois locaux, et des teintures naturelles. Elle-même engagée dans les luttes écologistes et féministes, Susan Husky propose dans ses œuvres des pistes de réflexion sur les moyens d'action et de résistance disponibles dans notre société. Avec cette œuvre ponctuée de citations écoféministes, elle explore certaines possibilités de spiritualité alternative. En parallèle des enjeux militants et écoféministes, la sorcière s'est aussi transformée dans la pop culture dans les années 90 et 2000. Elle reste bien sûr un personnage récurrent du cinéma d'horreur, de l'iconique projet Blair Witch à l'autopsie de Jane Doe, mais elle devient aussi une figure d'indépendance. Par exemple, dans une série aussi célèbre que Buffy, Willow propose un profil de personnage novateur,
Lesbienne sans que ce soit l'enjeu de la série, Willow gagne progressivement confiance en elle grâce à ses pouvoirs, mais elle entretient aussi une sorte de dépendance envers la magie. Dans The Craft, aussi kitsch que soit le film, l'apprentissage de la magie devient quand même un moyen d'émancipation pour des adolescentes rejetées par les autres lycéens, et même si ça tourne mal, on y voit quand même la première sorcière racisée qui ne soit pas au service d'une blanche. Depuis les années 2000, la sorcière est aussi devenue un symbole de la marge pour les mouvements féministes et queer. Parce qu'elle synthétise différents mécanismes d'exclusion, comme l'exclusion genrée, classiste, agiste ou économique par exemple, elle est devenue assez logiquement un symbole de différence pour des mouvements qui valorisent des visions du monde alternatives aux normes en place. Ces mouvements explorent le Moyen-Âge pré-capitaliste, où la sorcière vivait librement, donc la sorcière guérisseuse, sage-femme ou la femme non mariée, pour y trouver en fait des indices qui permettraient de penser une société contemporaine plus multiculturelle et plus écologique. La sorcière incarne alors la possibilité d'un système culturel, économique et sexuel autre que le capitalisme, l'hétéropatriarcat et le cisgenrisme, et elle devient une invitation à affirmer ces différences plutôt qu'à les taire. Elle sert aussi d'appui aux discours qui cherchent à dépasser les binarismes traditionnels, donc par exemple entre bien et mal, laid et beau, féminin et masculin, nature et culture par exemple, dans le but d'apporter de la nuance dans la vision générale du monde. La vidéaste Camille Dusselier a exploré les différentes facettes de cette sorcière littéralement hors norme dans plusieurs vidéos, notamment dans Sorcière queer, où la figure de la sorcière sert d'appui à une réflexion politique sur un changement de société. Nous travaillons chaque jour à l'instauration d'un monde nouveau. Un monde sans hommes ni femmes, un monde où l'hétérosexualité n'est plus, où les enfants vivent libérés de l'oppression des adultes, où les cloches des églises ont cessé de sonner. Nous ne croyons pas à la fin du monde. Nous œuvrons à la fin de votre monde. Et petit fun fact sur le sujet, la première sorcière non-binaire dont j'ai trouvé la trace est Adèle dans Final Fantasy VIII, le jeu vidéo sorti en 99, dont le corps correspond à celui d'un homme, mais qui est genré au féminin dans la version originale, et tour à tour au féminin et au masculin dans la version française. L'histoire de la sorcière navigue sans cesse entre la réalité, avec la guérisseuse qui connaît le pouvoir des plantes, la païenne qui pratique la divination, ou tout simplement la femme indépendante, et la fiction, avec la sorcière inventée par les démonologues qui vole sur un balai et qui mange des nouveau-nés durant les sabbats. Les mouvements contemporains convoquent la sorcière réelle pour son indépendance et pour sa connaissance de la nature d'une part, et la sorcière fictive, victime d'un système oppressif et à qui ils rendent aussi hommage, d'autre part. Cette invocation de la figure centenaire de la sorcière, elle permet aussi d'inscrire les luttes contre les dominations patriarcales et capitalistes dans la longue durée. Cependant, l'isolement de l'ancienne sorcière n'est plus d'actualité puisqu'on voit bien que depuis les années 70 et jusqu'à aujourd'hui, la sorcière s'affirme en collectif. Bon, il fait nuit, donc je vais m'arrêter là. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur la sorcière, mais même si cette série de vidéos est loin d'être exhaustive, j'espère qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette figure multiple et extrêmement riche, et sur l'histoire de sa représentation en art. J'espère aussi que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette série que j'en ai pris à la réaliser, c'était vraiment chouette. Et comme c'est la première fois que je fais un format sériel sur la chaîne, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si c'est un format qui vous a plu, que vous aimeriez voir décliné autour d'autres thématiques. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.